Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une transition verte, on a besoin d'une transition de conscience. Fait que plus on va apprendre à bien vivre ensemble, ça va être plus facile après ça de faire des changements plus majeurs dans la société pour s'en aller vers un avenir plus durable. Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque personne a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Et aujourd'hui, on a la chance de parler à Nébesna Fortin. Allô Nébesna. Allô, bonjour! Et Martin est de retour avec nous. Salut Martin. Allô à vous deux. Puis Stéphanie est pas là aujourd'hui. Elle est en train de faire un petit voyage, je pense en Gaspésie, tourner des éco-communautés. C'est cool, j'aime ça, suivre ses petites vidéos, mais elle est pas là aujourd'hui. Ouais, elle fait une petite tournée d'éco-village. Elle va voir des endroits, des places et elle vient de finir ses immersions, là, donc elle a fini ses petites choses pour les communautés, puis elle prend un peu de temps pour elle, je crois. Nice, oui, c'est important. Comme on fait à l'habitude, donc on commencerait par un petit tour de table, un check-in. Fait que comme vous êtes tous probablement des vétérans de cette pratique, ben je commencerai par Nébesna. Ben parfait. Alors, je suis là, euh, mais j'ai le cerveau un petit peu ralenti, là. Je suis en mode maman, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Puis, je vais faire de mon mieux là, pour être le plus sharp possible, excusez mon anglicisme. Mais j'arrive très heureuse de participer à ce balado. Cool. Toi, Martin, t'arrives avec quoi? Pour faire différent à habituel, je me sens déposé. J'ai vraiment plein de choses dans mon horaire, mais je suis en contrôle. J'ai réglé plein de dossiers. J'ai écrit ce que j'avais à écrire. Euh, et je suis prêt à démarrer le mois de septembre bientôt. Ça va être c'est le mois de ma fête. C'est le mois de plein de festivals que j'adore, avec plein de gens du milieu alternatif, dans certains festivals, dans des communautés alternatives. Donc, je vais connecter avec plein de personnes, puis ça me rend très heureux, très content. Cool, ça va être un beau mois de septembre pour toi. Hmm. Euh, Moi, j'arrive avec les fesses mouillées sur un fond de mélancolie. Fait que je vous explique. Hier, j'ai eu une journée quand même, je sais pas, difficile. Je sais pas, difficile, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai une journée que j'ai fait une pratique de communication non violente, authentique. Puis ça s'est bien passé, puis je suis sûr qu'à long terme, c'est pratique, puis ça va donner de bons résultats. Mais je trouvais ça tough hier. Puis là, en plus, j'ai fait comme quelques petites erreurs hier, dont une liée au balado que j'avais pas vu qu'on remettait le balado, l'enregistrement à ce soir. Puis je suis venu ici hier, j'ai tout fait mon setup. Puis là, j'ai regardé dans le monde, puis j'étais comme, ben voyons, les deux sont pas là. Puis j'ai pas vraiment allumé qu'il y avait un message que j'aurais pas pu voir. Euh, Fait que là, c'est ça, hier, j'étais un peu mélancolique, ce qui m'a amené à écouter des playlists des années 90, là. Puis là, j'ai comme traîné ça un peu aujourd'hui. Puis là, cet après-midi, je remplaçais, pas je remplaçais, mais j'accompagnais pour aller au chalet avec les préados pour aller faire des activités nautiques. Puis on s'est vraiment fait pogner par la pluie.
Fait que là, on était au milieu du lac, puis malgré le toit sur le ponton, il pleuvait vraiment à bord debout, puis on s'est tout fait mouiller. Fait que j'ai changé de short, mais mes bobettes sont encore mouillées en dessous, là. Fait que c'est avec ça que j'arrive aujourd'hui. Ce qui explique les fesses mouillées mélancoliques. Exactement. Euh, Nébesna, il y a sûrement plein de gens qui vont te connaître. Euh, Là, j'ai une petite parenthèse à la cité écologique pour des raisons de donner l'exemple aux jeunes et de leur apprendre le respect. Les adultes se vous voient. OK? Puis moi, toute ma vie, j'ai vous voyé Nébesna. Puis là, je vais essayer de tutoyer, mais ça se peut qu'à un moment donné, je lâche un vous de temps en temps. Là, c'est vraiment... Ça peut paraître bizarre aux gens, mais pour nous, c'est vraiment juste dans nos habitudes, là. Fait que, Nevesna, merci d'être là. Euh, Il y a sûrement beaucoup de gens qui vont te connaître, qui te suivent, qui savent t'es qui. Je pense que t'es quand même une figure assez importante dans le mouvement des éco-communautés au Québec. Et pour les gens qui te connaisseraient pas, peux-tu te présenter? T'as quel âge? Tu habites où? Etc. Oui, ben alors moi aussi je vous dois. Alors ça pourrait arriver avec Ego. J'habite à la cité écologique et j'y suis née. Donc c'est vraiment ma maison. Je suis certifiée fait en éco-village, comme on peut dire. Euh, j'ai 31 ans maintenant. Je suis coordonnatrice des stages et je m'occupe aussi des communications pour l'éco-village. Mais dans le fond, moi, je suis vraiment une passionnée du vivre ensemble. Donc, autant à la cité écologique que dans d'autres éco-communautés ou avec des étudiants, parce que j'accompagne des gens dans la création de leurs projets aussi. Alors, ça, c'est ma passion, mon travail. Mais actuellement, je suis en pause maman. Alors, mon cerveau est vraiment dans un autre mode. Je suis vraiment détendue, très relax. J'ai passé une belle journée à marcher dehors, à allaiter mon fils et à me promener dans la nature. Alors, je profite aussi de ces moments-là magiques et privilégiés avec un très jeune bébé, un jeune garçon. Il est rendu à 3 mois et demi. Donc, c'est très nouveau et c'est une très belle expérience. Mais là, je suis vraiment là pour vous parler de mon vécu en éco-village, de mes visites d'éco-village, puis aussi d'être maman en éco-village. J'aime beaucoup le fait que tu dises que tu te sens très relax, puis tout en étant une nouvelle maman, là. Absolument, c'est comme grosse expérience, c'est stressant, les nouvelles mamans, puis tout est comme, ah, je fais le relax, je suis en vacances. C'est bien d'entendre ça. Ah oui, je suis vraiment... c'est tellement un beau cadeau de la vie, là. Puis là, dans un milieu exceptionnel pour élever ce petit garçon-là d'amour. Fait que ça me permet de profiter de chacun de ces moments, puis très précieux avec un jeune enfant. Mais on se cachera pas que je suis fatiguée, là. Fait que ça se peut, je déparle un petit peu à soir. Nevesna, qui es-tu? Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Euh, qui je suis? Je suis quelqu'un de très positif, très joyeux, très optimiste. Les gens qui me connaissent, ils savent que je vois la vie en rose. Mais moi, j'aime ça dire que je suis réaliste dans mon optimisme, dans le sens que je crois qu'on crée notre bonheur, je crois qu'on crée un environnement qui permet de nous épanouir dans notre vie. Alors, je suis optimiste, positive, mais très active. Je crois que tout cela se fait avec de l'action et qu'on crée vraiment le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est vraiment ça qui me porte. C'est quoi ton cheminement? Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser aux éco-communautés? Puis là, je sais un peu, ça part de, ben, j'ai grandi dans une éco-communauté toute ma vie, mais il y a des gens qui vivent, par exemple, ici à la cité, puis qui n'ont pas nécessairement d'intérêt pour les autres éco-communautés ou tout ça. Fait que d'où est-ce que ça part, toi, ton intérêt, ton cheminement, tout ça?
Oui, vraiment. Ben, c'est important d'en parler parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est né dedans que ça nous vient, là. Moi non plus, tu sais, j'aurais même pas pensé en faire mon travail. C'est comme naturel, mais ça prend une situation. Fait que dans mon cas, c'est quelques éléments déclencheurs, mais disons que vraiment ce qui a changé ma perception, c'est on avait un petit restaurant à l'époque, puis on commençait à recevoir des visites. Fait que ça fait presque 18 ans maintenant. Ça fait 18 ans. Attends, 2004? Oui, oui, au Ça, tout ok. début du resto. Je t'ai vu, ok, aïe, aïe. Puis on accueillait des visiteurs et moi j'étais encore à l'école, mais on avait un projet cet été-là de s'occuper de serres et de faire visiter la serre. Tu sais, l'objectif vraiment c'était d'apprendre à gérer une petite production, puis être responsable, puis comme approfondir nos apprentissages en agriculture biologique. Et en même temps, avoir un lien avec le public. Alors, on avait un petit resto, puis on avait des visites de nos serres expérimentales, là, gérées par une petite gang d'ados. Puis, comme je dis, là, j'ai un petit article que j'écris ça, là, mais tu sais, on a brûlé les productions parce qu'on a oublié d'ouvrir les côtés des serres. Puis, d'autres fois, on a laissé les fenêtres ouvertes, puis ça a été inondé. Fait que, tu sais, très formateur. Mais moi, ce qui m'a comme touché de cette expérience-là, c'est d'accueillir des gens en visite. Puis là, dérogeait de l'agriculture biologique, on parlait du mode de vie. Puis il y avait des jeunes qui me disaient « Wow, mais vous êtes tellement chanceux, vous autres, d'avoir grandi là-dedans. Et toi, là, c'est vraiment un cadeau. Puis, tu sais, moi, je rêve de ça, mais je savais pas que c'était possible. » Et là, ça, c'est vraiment cette phrase-là, moi, qui m'a fait « Aïe, aïe, ben oui, c'est possible. » Puis en plus, je savais qu'il y avait d'autres éco-communautés aussi. Et là, j'étais comme, OK, mais il faut en parler, il faut rendre ça accessible. Tu sais, il y a des gens qui rêvent de ça, mais qui savent même pas que ça existe. Donc, la graine a germé là. Puis, on a fait des échanges après ça avec un groupe d'étudiants d'une communauté intentionnelle en Californie. Et là, vraiment, je me suis dit, aïe, aïe, ben oui, il y a vraiment des gens qui partagent mon expérience, qui vivent les mêmes défis, même s'ils sont dans un autre contexte. Donc, ça vaut la peine d'en parler, d'ouvrir le dialogue, puis de rendre ça accessible au plus grand nombre de gens possible. Alors, de fil en aiguille, mais là, j'ai terminé l'école, j'ai continué à travailler à ce restaurant-là. Puis je suis rentrée dans une branche qu'on appellerait plus touristique, mais rapidement, je me suis rendu compte que moi, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect éducatif. Donc, de partager l'expérience puis d'accompagner les gens. Donc là, c'est là que je me suis formée avec le réseau international des éco-villages pour donner des cours en développement de communautés durables. Hmm. Ok, en 2004, il y avait les jardins de la cité avec le resto. Ouais. Puis tu as travaillé aussi à JC au jardin de la cité. On faisait des petits plats bio congelés euh, et d'excellentes mousses au chocolat. Et après ça, c'est quand est-ce que tu as pris le tourisme, les visites guidées puis tout ça? Ah, ça a été quand même plus tard, là. Moi, c'est plus en 2013. Non, avant ça. Oh! J'aurais dû sortir ma ligne du temps avant d'enregistrer. Parce que, Ah, ben, parce que- regardez, j'ai 31 ans, puis j'ai ouais, commencé à 18 ans. ok, Fait que faites les maths, parce que là, mon cerveau de femme 2009. calette. 2009. Mais ça a du bon sens parce que quand moi je suis revenu ici faire un stage en cuisine en 2008, j'ai travaillé au resto. Ouais, on Mais travaillait en cuisine ensemble. c'est ça, il me semble que tu étais à JC, là. Ouais. Fait que ce serait tout de suite 2008-2009. après là, que tu as pris le. Donc, 2008, je travaillais encore pour l'entreprise de petits plats. Je faisais des recherches et développement sur des muffins, entre autres. Là. C'était ça, une de mes bonnes tâches. Puis j'accompagnais Hugo dans son stage. Oui, c'est ça, par accompagner. Puis après ça, c'est ça, 2009, là, j'ai pris le suivi des stagiaires à l'automne 2009. J'ai commencé à suivre le programme de stage, commencé à reprendre les visites guidées. Je l'ai fait en collaboration là, avec un de nos aînés ici, qui est Claude. Mhm. Puis, un an après, là, j'ai pris totalement le lead sur cette tâche-là. Puis après ça, tu as dit formation en éco-communauté. Tu fais référence au cours de EDE que tu allé suivre à Finhorn. Mais juste avant ça, je pense que tu es allé aussi en Suisse à un rassemblement
Ouais. de Jen. Tu nous en parlais? Mais dans le fond, ça a commencé un petit peu avant ça. C'est que il y avait le réseau canadien des écovillages, ENC à l'époque, qui avait été démarré, puis il y a eu un rassemblement en 2012, ici à la Cité écologique. OK. Et là, à cet événement-là, moi, c'était dans mes premiers événements là, que je coordonnais en collaboration avec une équipe sur place. Puis, j'avais commencé à siéger sur le conseil d'administration, tu sais, pour aider, là. Donc, prendre des notes de la rencontre, puis des choses comme ça. OK. Et c'est par ce réseau-là qu'un jeune du réseau NextGen, donc la nouvelle génération pour les jeunes, le réseau jeunesse du Global Eco-Village Network, a entendu parler de moi. Alors lui, il s'appelait Ethan et il cherchait des jeunes qui avaient grandi en éco-village. Et c'est pour ça qu'en 2013, si ma mémoire est bonne. En 2013, j'ai reçu un appel, je parlais, c'était vraiment drôle, OK? Je parlais avec une dame qui s'occupe d'un éco-village au Japon. Et moi, je rêve d'aller au Japon, c'était comme wow, puis c'était un éco-village exceptionnel. Mais bon, la langue, le trajet, tout ça, c'était difficile d'y aller, là. Mais quand même, je correspondais avec une des responsables là-bas. Puis, à un moment donné, dans un de nos échanges, elle me dit « Ah, mais c'est pas grave, mais maintenant, on se voit en Suisse. » Puis j'étais comme « On se voit en Suisse? Ben, ce que je sache, je vais pas en Suisse, là. » Elle dit « Ah non, ils te l'ont pas dit encore, mais t'as été sélectionnée pour représenter le Canada à la rencontre internationale des éco-villages. » J'étais comme « Oh, cool! » Puis je pense une semaine après, j'ai reçu l'invitation officielle. Mais oui, effectivement, j'ai rencontré Michio, donc cette dame-là, au rassemblement des écovillages. C'était un rassemblement européen, mais il y avait un volet international. Puis on avait des présentations à faire, là, donc c'était vraiment super intéressant. Puis en terminant cette rencontre-là, bien officiellement, là, j'ai été nommée représentante Next Gen North America, et là, je suis rentrée dans le réseau. Mais moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée, vu que j'étais intéressée à l'éducation, c'est le cours en développement de communautés durables, le cours EDE. Alors, je suis allée le suivre un petit peu au Nicaragua. Finalement, ça n'a pas super bien été. Disons que ça a été super formateur, mais pas au côté de la formation. Donc, il a fallu que j'écourte mon voyage. Je suis revenue au pays, puis à l'automne même, je m'en allais en Écosse. Fait que c'est vraiment un mal pour un bien, là, parce qu'en Écosse, c'est les professeurs qui ont écrit le cours qui sont là. Donc, c'était d'une richesse exceptionnelle, là. J'ai pu rencontrer vraiment les pionniers de ce réseau-là. Et j'ai eu une formation bonifiée. Puis c'était la première fois qu'ils donnaient le 4 semaines du cours EDE, mais plus une semaine, qui était comment enseigner. Donc, j'avais une formation à ce niveau-là aussi. Donc, c'était comme un cadeau, là, de passer par Finnhorn, qui est en soi un éco-village vraiment exceptionnel à visiter. Ouais, et comme le berceau un peu de Jen en Europe et de Jen à travers le monde, là, Finnhorn. Ben, j'oserais pas dire ça, parce que Jen, ils ont vraiment des bureaux partout, tu sais. Ils ont des bureaux à Tamera, au Portugal, ils ont des bureaux au Danemark, j'oserais pas dire l'éco-village là, pour pas me mêler. Ils ont des bureaux en Allemagne. Donc, il y a différents éco-villages là, qui sont là, mais Finnhorn, c'est c'est un incontournable, là. C'est dans les plus gros éco-villages. Oui, le bureau officiel actuellement, il est là. Mais, ouais, c'est à voir, et c'est quasiment 70 ans là, comme communauté, donc ça a une riche histoire. Mm. Ouais, puis dans le fond, t'es allé à Finnhorn parce que ça avait pas marché au Nicaragua. Ouais, exactement. C'est quand même drôle, tu peux-tu nous conter ce qui s'est passé au Nicaragua pour les gens qui ne le savent pas? Ben oui, allons-y. Dans le fond, c'est ça, au Nicaragua, on avait rendez-vous sur une île, dans une petite communauté. C'est juste... Ben, utilisons ça comme apprentissage. Dans le fond, c'est que la communauté avait pas vraiment bien travaillé son lien avec la communauté locale. C'est des Européens qui ont démarré la communauté, et ils sont quand même
j'oserais dire, exclu à part de la communauté locale. Donc, le lien n'est pas fait, le lien de confiance n'est pas nécessairement établi. Oui, il y a des locaux qui viennent travailler sur place, mais je pense qu'il y a une grosse incompréhension de qu'est-ce qu'ils font. C'est un très beau projet, soit dit en passant. C'est juste que, c'est ça, ce lien-là avec la communauté n'étant pas exceptionnel, il y a eu un vol, un gros vol quand même. Donc, il y a eu des gens qui sont venus pendant qu'on avait une rencontre, puis qui ont ramassé toutes nos choses, entre autres mon passeport. Fait que ça, c'est erreur de voyage, là. Erreur de débutant, cachez jamais votre passeport en dessous de votre lit. Mais bon. Fait que c'est ça. Donc, péripétie a fait que, là, c'est ça, je suis revenue au pays. Mais ça a été un cadeau parce que j'ai appris plein de belles choses dans ce voyage-là et j'ai pu aller en Écosse. Puis là, après être allé en Écosse, avoir reçu la formation du cours EDA, c'est en 2000. C'est comme l'année d'après, 2015, Ouais, que tu l'as dit? tout de suite après. Donc, ça, 2013, c'était en Suisse. 2014, c'était les deux petits cours EDA. Puis 2015, là, j'enseignais la première formation. Puis d'ailleurs, la première inscrite, puis dans la première groupe de certifiés du cours EDA, c'était Stéphanie. Fait que c'est là que je l'ai rencontrée. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire c'est une élève chouchou, mais quand même, tu sais, encore aujourd'hui, on travaille ensemble. Fait que le lien est vraiment resté. Puis ça a été une expérience exceptionnelle, là, donner ça. À l'époque, c'était la première fois que le cours était vraiment bien traduit en français. Je m'explique dans le sens qu'il avait été traduit sur Google. Là. Il y avait un curriculum, mais tu sais, c'était pas adapté. Donc, il a été bien traduit par notre équipe ici. Puis, on l'a donné... c'était la première fois au Canada aussi. Alors, ça a été super intéressant parce que, tu sais, je vous explique un peu, le cours EDA, c'est une matière qui est internationale, qui est reconnue à travers tous les pays un petit peu, tu sais, c'est des concepts, peu importe où on vit les mêmes situations, mais après ça, il y a une réalité quand même, tout ce qui est administratif, les lois, la gestion du territoire, tu sais, même l'environnement, ça s'ajuste énormément au local, là. Donc, le cours EDA, il y a une section qui est comme internationale, une partie des modules, mais après ça, l'application, c'est sûr qu'il faut l'adapter vraiment à notre réalité. Cool. Puis, dans tes mots, qu'est-ce qu'une éco-communauté? Dans mes mots, c'est vraiment des gens qui vont se rassembler. Tu sais, je copie les mots, mais quand même, tu sais, pour réduire notre empreinte écologique, mais augmenter notre qualité de vie. Donc, il y a vraiment un aspect de collaborer. Oui, il y a une question de diminuer notre empreinte écologique, mais il y a vraiment un bout que c'est de s'offrir une belle qualité de vie, de s'offrir vraiment, tu sais, moi je pense aux 17 objectifs du développement durable, tu sais, s'assurer qu'il n'y ait plus de faim, qu'il n'y ait plus de problèmes comme ça dans le monde, tu sais, on peut y répondre en étant des petits groupes, tu sais, revenir à l'échelle humaine, ça nous permet vraiment de faire face à beaucoup plus de situations, donc je dirais augmenter notre résilience. Alors, se trouver un noyau de gens qui vont décider de vivre ensemble pour s'offrir une belle qualité de vie, une belle qualité de service, une qualité de communication, une qualité d'écoute, d'entraide. Puis oui, c'est sûr que ça va avoir un impact exceptionnel sur notre environnement aussi, là. Combien d'éco-communautés as-tu visité? Au dernier compte, j'étais à 13, mais là, après ça, j'étais allée visiter d'autres places, 14, 15. Ouais, je devrais être rendue à 15, 18, là. Donc, des plus petits projets, puis vraiment des très gros éco-villages. Ouais. Sur combien de continents? Sur 3 continents. J'ose quand même dire qu'un petit peu l'Afrique, tu sais, je me suis pas rendue, mais... mon cœur est beaucoup avec des communautés là-bas, puis on a échangé avec des gens qui travaillent vraiment sur le terrain. On a reçu des gens qui travaillent dans des communautés ici, sur place, à la Cité écologique, puis on les a accompagnés dans leurs projets là-bas. On leur a envoyé des livres, fait que mon cœur, il est quand même là. Puis l'Asie, je me suis pas rendue, mais ça reste dans mes rêves, là, d'aller visiter Konohana Family au Japon, c'est sûr. Je reviens un petit peu sur la question précédente dans tes mots, qu'est-ce qu'une éco-communauté?
J'ai beaucoup aimé que tu commences euh, avec le fait que tu dises que c'est des gens qui se rassemblent. Parce qu'on parle d'un éco-village, puis on voit, on dirait le village, l'infrastructure, les choses. Mais c'est des gens qui font vivre un village, c'est des villageois qui sont dedans, là. Fait que c'est pas juste les Mm. infrastructures, c'est pas juste l'éco-village, mais c'est surtout les gens qui l'habitent puis qui le font vivre, ce village-là. On le fait avec du monde, on le fait avec d'autres personnes, ce village-là, là, on le fait pas tout seul. Oui, oui, puis c'est ça qui donne la couleur, là. Tu sais, oui, il y a le contexte géographique, mais c'est vraiment les gens qui y habitent, qui s'y investissent, qui vont donner la couleur, l'unicité du projet, là. Ça, je l'ai... Ben, tu le vois, là, quand tu vas visiter un éco-village en Allemagne, mais il y en a un que t'es à quelques kilomètres de l'autre, puis c'est vraiment un autre monde, là, parce que c'est les gens qui sont là, qui se rassemblent, puis qui leur donnent leur couleur, puis les priorités. Ouais, puis j'ai visité une communauté récemment, puis la personne, comme le porteur du projet, ou la personne dit, ah, nous ici, on est vraiment différents, on sort du cadre et on fit peut-être pas dans le moule comme d'autres communautés. Et moi, je lui réplique, ben, pas mal toutes les communautés ne fit pas dans le moule, sont pas mal toutes différentes les unes des autres. C'est toutes des gens différents, ils ont toutes leurs couleurs différentes. Fait que il y a vraiment une unicité dans chacune des communautés, dans chacune des personnes, même si dans un certain sens, on partage des visions communes de liens avec la Terre, de liens avec les autres personnes, de liens avec nous-mêmes. Et il y a plein d'éléments similaires, tout en étant très, très différents comment on l'applique, là. Un peu comme tu disais avec le cours de EDE, là. Il y a plein d'éléments universels, généraux qui sont là, mais l'application dans la vie de tous les jours, comment qu'on le vit, ce qu'on dit, c'est deux choses. Totalement, totalement. Puis c'est ça qui est la beauté. Tu sais, je me rappelle, j'embarque là-dessus, Hugo, mais j'ai donné une conférence vraiment dans mes premières, là, des événements au Québec, ça s'appelait Bise d'automne. Puis il y a un étudiant qui dit ouais, mais j'ai fait le calcul, là, puis si tout le monde vit comme vous, ça marche pas. Mais j'étais comme mais non, mais c'est pas l'objectif non plus, tu sais. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. Lui, il avait calculé le nombre d'acres qu'on avait, puis les entreprises, puis le nombre de résidents qu'on était, puis il disait, ben, les mathématiques fonctionnent pas, tu sais. Mais c'est pas ça l'idée. Il y a des gens qui veulent vivre dans des éco-communautés vraiment urbaines, il y en a d'autres qui veulent vivre en campagne. Tu sais, il y a tellement mille et une façons, puis c'est ça qui va répondre aux besoins que la société veut, tu sais, en ce moment, on veut réduire notre empreinte écologique, augmenter notre qualité de vie, mais tu sais, il faut le faire de la façon qui nous convient, puis ça, c'est vraiment différent pour chaque personne, là. Mm. J'aime bien, Martin, là, ta définition d'éco-communauté, un groupe de gens qui ne pas dans le moule. C'est cool. J'aime ça. Hum, C'est quoi la chose la plus tripante que tu as vécue dans tes voyages? Oh, wow! Oh, ça serait tellement dur d'en choisir, Justine! Là ou là, on n'est pas obligé de se limiter à un. Euh, ben, ça tourne toujours autour des découvertes humaines, des découvertes personnelles, tu sais, c'est comme je disais, tu sais, je suis passionnée du vivre ensemble. Fait que j'adore comme aller rencontrer des gens, puis des endroits, puis découvrir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est similaire à ce que moi je vis dans ma communauté ou ce que j'ai vu dans d'autres, qu'est-ce qui est vraiment différent, comment les gens y font face d'une façon différente. Euh, mais à chaque fois, on est comme surpris. Tu sais, il y a des éléments qui sont pareils, mais il y a vraiment toujours des rencontres qui nous font aller plus loin, qui nous font poser des questions. J'essaie d'avoir un exemple concret, mais tu sais, justement, dans mon premier voyage en Suisse, au bout d'une semaine à peu près, tu sais, je commence à jaser avec une représentante qui venait des États-Unis, Martin, il la connaît, Cynthia, sûrement. Euh, puis elle
a commencé à trouver son voyage intense, tu sais, fait qu'on commence à se parler, puis moi, j'y raconte que, tu sais, c'était la première fois que j'avais pris l'avion tout seul, puis les connexions, puis le train, puis en tout cas, fait cocasse, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai rencontré une des autres personnes qui s'en allaient à l'événement sur mon vol, en tout cas, mais, fait que j'ai pas voyagé tout seul, mais quand même, tu sais, c'est la première fois que j'avais autant de trajets comme seul. Puis là-bas aussi, tu sais, je connaissais personne, c'était pas mal tout en anglais, fait que c'était vraiment nouveau. Puis elle me dit, ah, moi en tout cas, j'ai jamais été avec autant de monde. Elle dit, moi, je commence à trouver ça dur, là, une semaine comme ça, avec un groupe de gens, puis encadré, puis il faut qu'on fasse les mêmes activités, puis les mêmes rencontres, tu sais. Puis j'étais comme, aïe, aïe, ah ouais, tu sais, c'est un autre point de vue, vraiment, puis tu sais, on a beau être tous des humains, même qui cheminent dans ce réseau-là des éco-communautés, on est vraiment tous différents, tu sais, on arrive vraiment avec notre bagage, donc la communauté devient comme une plateforme d'apprentissage, mais qui est différente pour chaque personne qui la vit. Ce que je me rappelle le plus de mes voyages, c'est toujours les gens, là. C'est ça que c'est ça que je trouve trippant. Et, tu sais, moment magique, là, encore là, quand j'étais en Suisse, à la fin des 2 semaines, on a fait un forum. On a fait un retour sur la semaine, puis franchement, le côté rencontre internationale, ça avait été exceptionnel, mais le côté développement de projet, développement de travail, comme les sections de travail qu'on avait à faire, NextGen ensemble, ça avait pas bien été. Puis l'animateur qui avait été choisi avait fait toutes sortes d'erreurs, mais tu sais, moi, j'ose utiliser le mot erreur, mais je trouve qu'il n'y a jamais d'erreur. Toujours est-il qu'il n'y avait peut-être pas les aptitudes pour gérer un groupe de 50 jeunes internationaux avec différentes langues à développer des projets ensemble. Mais bon, ça a fait que du chaos est né comme une belle complicité entre les gens qui est restée, puis moi, j'ai retenu vraiment de cette expérience-là. Puis mes élèves du cours ADA, ceux qui m'écoutent, qui me connaissent, ils savent que ce que j'aime, c'est quand la bisbing pogne, parce que c'est là qu'on a les vrais jases. Et le fond de ça vient sûrement de cette fameuse rencontre-là en Suisse, où à la fin des 2 semaines, le monde y avait fait « Ah ben, excusez, attends, je vais dire un gros mot, mais tabarnak, ça n'a pas marché notre affaire, tu sais. » Mais on avait tellement eu une belle rencontre, on avait tellement eu un beau forum, bien structuré, bien accompagné. Puis, tu sais, l'important, dans le fond, c'était les connexions qu'on avait faites. La côté tâche, travail, il avait pas vraiment fonctionné, mais ça avait été tellement enrichissant. Pareil, dans ce chaos-là était émergé une vraie discussion. Ça avait ouvert un vrai dialogue. On était plongé dans le vif du sujet. Puis il y a quand même beaucoup de ces gens-là avec qui je garde un lien, tu sais. Fait que c'est assez exceptionnel. C'est là que j'ai appris que les apprentissages ne venaient pas au moment qu'on voulait nécessairement, mais quand on leur faisait de la place. T'as-tu un forum? C'est-tu un forum de ZEG? Ouais, la structure du forum de ZEG. Puis c'était deux jeunes hommes là, qui étaient formés pour ça, puis ils ont encadré ça d'une main de maître. Là. En tout cas, ici, là, on a Mélissa qui donne ces cours-là au Québec. Là. Puis c'est vraiment magique. Magique ce qui peut arriver quand on crée l'espace pour que la discussion arrive. Ben oui, parce que il me semble que nous, on en avait déjà fait un ici, mais ça m'avait pas autant accroché parce que là, à la dernière immersion en éco-communauté, il y avait Mélissa, puis Francis. Puis les deux sont comme formés, puis ils ont plus d'expérience là-dedans. Puis on l'a fait, puis là, j'ai vraiment fait comme, oh wow! Il y avait comme vraiment quelque chose là-dedans, puis de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça va être comme un moment important dans la vie de plusieurs personnes qui ont participé à ça. Fait que je faisais comme, oh, c'était comme vraiment guérisseur transformateur, puis je l'avais jamais. Je savais que ça existait, mais je l'avais jamais vécu au niveau qu'on l'a vécu la dernière fois. Puis, tu sais, peut-être qu'un futur épisode, on invitera Mélissa et Francis à nous en parler. Là, je suis sûr qu'ils seraient willing de le faire. Ça serait vraiment pertinent. Là. C'est un outil pour les communautés qui est vraiment exceptionnel. J'ai
peut-être un petit scoop, ça va peut-être mettre un peu de pression, mais bon, je m'en vais dans une retraite pour un ami bientôt et ça fait longtemps, ça fait quelques forums de ZEG que je fais, puis je trouve que c'est un super outil. Puis là, j'ai appelé Mélissa, j'ai demandé la permission si je pouvais en animer un. Puis elle a dit, ben là, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Elle dit, je suis en train de... Je vois qu'il y a un intérêt pour ça et il y a des personnes qui veulent des connaissances, donc, et sur le bord de créer une formation ici au Québec pour encadrer le monde dans cette pratique-là des forums de ZEG. Et OK. alors, c'est ça, c'est une petite flèche que je fais là, pour y mettre un peu de pression pour qu'elle fasse sa formation, qu'on ait des personnes qui tiennent des espaces, puis qui permettent aux communautés d'entretenir et de développer des liens forts dans l'ouverture, dans l'écoute de ce qui est là en ce moment. Puis c'est un super outil. Ouais, fait que si Mélissa l'écoute, ben Martin, il Uh-huh, t'encourage à continuer à développer ça. totalement. Nous, sinon, qu'est-ce que la cité écologique? Faut quand même, on en parle un peu. Ben oui. Euh, moi, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on pourrait comme dire les choses de base pour que les gens y comprennent aussi. Ça va certainement revenir dans des épisodes futurs. Là. J'ai déjà des idées d'avoir, entre autres, des gens qui sont pionniers dans l'éco-village, qui sont là depuis le début, d'avoir certains points de vue. Mais mettons, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi la cité écologique? Oui, mais dans le fond, nous, notre élément rassembleur, c'est vraiment l'éducation. Alors, nos parents, quand ils ont fondé la Cité écologique, c'était vraiment le désir de créer un éco-village où on pourrait avoir les apprentissages. Tu sais, ça prend un village pour élever des enfants. Alors, le fondateur du projet, Michael Deneuve, lui, il rêvait vraiment d'une école à laquelle il aimerait étudier. Fait que c'est parti d'un rêve d'un jeune garçon qui est devenu enseignant, qui a travaillé aussi pour un camp d'été pour accueillir les jeunes sur le terrain ici à Amnord et permettre à ce projet-là d'être réaliste et de démarrer. C'est vraiment l'école encore aujourd'hui qui nous rassemble. Autour de cette école-là, on a à peu près 8 entreprises, ce qui nous permet d'employer tous les membres de la cité écologique, ce qui est quand même très unique, ça, dans tous les écovillages que j'ai visités. Il y en a juste 2 qui sont autonomes financièrement, là. Alors ça, c'était quand même intéressant de voir ça. Euh, ceux qui connaissent, là, on a entre autres l'entreprise Keops, donc qui offre des cadeaux porteurs de sens. Donc ça, c'est notre plus gros employeur. Un des autres éléments aussi pour nous qui était important, c'était de s'impliquer dans la région, justement pour créer des emplois, pour faire connaître. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure un petit peu du tourisme, mais on a changé ça maintenant avec le centre de formation, mais on accueille des gens, là, c'est plus tranquille avec la COVID, puis avec moi portant ce rôle et moi étant en congé maternité aussi, ça joue quand même. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de visite, mais c'est un volet qui est intéressant, qui est important pour nous de partager notre expérience par des stages, entre autres en agriculture biologique, parce que ça, c'est aussi une de nos spécialités. C'est une école dans un jardin. Alors, les enfants apprennent à cultiver leurs légumes, mais aussi l'ensemble de la communauté. Là, on a quand même un très beau taux d'autonomie alimentaire au niveau de nos légumes. Nos fruits un petit peu. On a des très beaux projets de recherche pour produire à l'année. Alors, sûrement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous écoutent qui connaissent notre serre solaire passive aquaponique, fait en collaboration avec Solutions ERA. Donc, on a Dans le fond, je résume rapidement, là, mais on produit à l'année sans aucun coût de chauffage de notre verdure. Et on a des poissons aussi. Alors, dans un circuit fermé qui permet de consommer énormément moins d'eau pour produire à l'année. Alors, ouais, agriculture, entreprise, école, centre de formation. Ça résume bien, je pense. Mais Hugo, il me surveille, là. Je peux pas dire de niaiserie, même si je suis fatiguée. Martin aussi me surveille, il connaît bien la place. Ouais, ben, je vais en profiter. Ben, ça, on se connaît quand même bien, puis j'ai entendu un peu, Nebesna, euh, on dirait ta cassette lorsque le monde dise ah, c'est quoi la cité écologique?
Alors ça, c'est comme toi là, qui accueille le monde, là, t'as sorti les mêmes mots dans l'ordre, là, t'es comme moi, je le connais lorsque tu fais la présentation. Fait que si je reformule la question pour être un petit peu tannant, c'est quoi pour toi la cité écologique? Ouais, ben oui, c'est vrai. Là, je suis allée très informatif, mais euh, pour moi, justement, tu sais, au début, je vous parlais de mon expérience d'être maman. Ben, justement, le fait d'avoir ce milieu de vie-là, qui est orienté pour les enfants, pour moi, ça, c'est exceptionnel. Puis, tu sais, les enfants, là, aujourd'hui, je suis bénie avec un petit garçon, mais même avant, cet aspect-là pédagogique, cet aspect-là de pouvoir côtoyer des enfants, tu sais, je savais pas si j'allais en avoir, mais j'étais vraiment chanceuse de pouvoir côtoyer dans ma vie de tous les jours des jeunes qui sont en apprentissage, puis de contribuer à leur développement. Tu sais, pour moi, une école dans une éco-communauté, c'est permettre aux enfants de développer leur plein potentiel. Puis ça l'a... Oui, nous, c'est sûr que le fait qu'on est rassemblés autour du volet éducatif, c'est sûr que l'emphase est plus mis là-dessus, mais je pense que tous les enfants qui naissent dans une éco-communauté où il y a cette conscience-là des gens autour, ben c'est quand même exceptionnel comme cadeau, tu sais. Euh, Justement, tu sais, aujourd'hui, je suis maman, mais tu sais, je n'ai vu d'autres enfants naître à l'éco-village. Je n'ai pris des petits bébés d'une semaine dans mes bras, puis d'avoir cette chance-là de côtoyer toutes les générations, d'apprendre ensemble. Tu sais, moi, mes grands-parents sont pas sur place, mais j'ai l'impression que j'ai 40 grands-parents, là, tu sais. Les pionniers de l'éco-village ont raconté tellement d'histoires de leur mille et une vies. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec ces contes-là, ces histoires-là, cette variété d'expertise, de façon de voir le monde aussi, parce que, oui, on est quand même un peu similaires dans le sens qu'on t'sais, on vit à la cité écologique parce que ces valeurs-là nous rassemblent, mais les gens sont quand même très, très différents, là. Donc, de pouvoir jaser avec autant de personnes différentes, ça, pour moi, ça a été... J'ai toujours trouvé ça exceptionnel. Je savais que si je voulais des enfants, ça serait ici. Euh, Ici et dans des éco-villages. T'sais, pour moi, c'est vraiment important de permettre aux enfants de voir différentes façons de faire, de voir différentes façons d'interagir, de connaître d'autres communautés, d'autres cultures. Euh, c'est quelque chose que moi, j'ai eu la chance, en grandissant ici, de faire, d'être accompagnée dans des voyages aussi, même juste par les stagiaires qu'on accueille, c'est assez exceptionnel, là, ce qu'on peut vivre comme expérience culturelle, même si on est dans un tout petit village, dans le fin fond du bois, là. Euh, Ouais, fait que c'est dans mes mots, c'est ça. C'est une grande, grande famille qui me permet de m'épanouir, de trouver ma place, puis aussi qui m'apprend énormément le sens des responsabilités, parce que vivre en communauté, faut le porter, le projet. Tu sais, j'ai eu la chance de grandir ici, de bénéficier de la diversité des gens qui m'entourent, puis en étant jeune adulte, ben je sens la responsabilité, mais je sens aussi que j'ai la place, puis que j'ai le devoir de prendre soin de ces gens-là qui ont bâti le projet, puis de faire la place aux nouvelles générations. Tu sais, ça, c'est quand même... Je comprends qu'il n'y a pas tous les jeunes qui sont nés en éco-village qui veulent rester en éco-village, là, c'est quand même pas donné à tout le monde, mais je trouve que la cité ont vraiment bien mis la table à ce qu'on devienne... à ce que nous, on le vive assez pour avoir le goût de le donner aux autres, de vraiment passer cette expérience-là, puis faire la place. J'ai déjà écrit un article là, sur le site de la Cité écologique, puis tu sais, il y avait une jeune de 15 ans, je pense, à l'époque, qui m'avait dit « Annie Messina, je veux ta job », puis j'étais comme « Ben parfait, je vais te le montrer », puis ça me fait plaisir, tu sais, il faut accompagner les jeunes dans ce qu'ils veulent, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir un sentiment d'appartenance grand, puis qu'on a envie de s'impliquer dans la cité. Fait que c'est ça. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie. Ouais, c'est mon feeling par rapport à la cité. Il y a combien de personnes qui habitent à la cité écologique?
à peu près 90 en ce moment. Et ben c'est ça, comme je disais un peu tout à l'heure, ce qui est merveilleux, c'est que, tu sais, il y a des jeunes petits, là. Actuellement, mon petit, c'est le plus jeune, mais il va en avoir un autre bientôt. Puis, quand même des aînés qui ont autour de 80 ans, là. Ouais. Puis, ça a démarré quand? Je me souviens plus si tu l'as dit. Ça a démarré en 84. Donc, le premier candidat était en 83, mais en janvier 84, les premiers parents pionniers se sont rassemblés là, pour mettre les bases du projet. Cool. Puis, un moment donné, à l'accueil là, de l'éco-village dans le centre de formation, j'avais vu comme, je trouvais ça vraiment intéressant, il y avait comme des petites affiches, là, puis là, qui séparaient un peu les décennies avec comme l'histoire de cette époque-là. Ouais, les thématiques, les grands... Différentes époques, parce qu'il y a eu comme full de différentes ambiances et travail et épopées à travers quasiment 40 ans là, de vie collective. Si maintenant je te dis comme de les années 80-90, qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour décrire la cité? Ah, ben là, j'essaie de répondre avec le chapeau que Martin m'a mis, là, tu sais, parler vraiment de mon expérience. Ben, j'étais bébé, là, j'étais pas mal bébé, fait que c'était vraiment beau, c'était plein de bras qui me prenaient. Plein de jeux. Non, mais l'ambiance, c'est sûr que c'était vraiment les phases de démarrage quand même, tu sais. Je vous encourage, là, ceux qui partent des projets, mais 20 ans, c'est très jeune pour un projet encore. Fait qu'en 2000, on était encore dans les débuts, tu sais. Mais peut-être plus dans les 10 premières années, c'est sûr, là. C'est là que les bases du projet ont été vraiment établies. Donc, l'énergie de départ, de mouvement, d'action, de bâtir, de tisser les liens, commencer à intégrer les concepts de gouvernance participative. Puis après ça, même vers les années 90, moi j'étais très jeune, mais il y avait déjà un groupe de jeunes qui commençaient à devenir plus vieux, puis qui eux autres, ils commençaient à brasser, tu sais, nous on appelle ça notre petite rébellion là, de ces années-là, des jeunes qui voulaient reprendre la gouvernance, puis pas faire les choses pareilles comme leurs parents. Déjà, ça l'arrivait, là, c'est normal dans les premières années, surtout sur un projet qui est basé sur l'éducation des enfants, mais quand les jeunes deviennent ados et jeunes adultes, ben ils ont le goût de prendre la place, là. Donc, il y a déjà eu un transfert à la deuxième génération là, à partir de ces années-là, 90, peut-être plus 95, là, faudrait que je vérifie, mais... Ouais, entre 90-2000. Ouais. Puis mettons 2000 à 2010, qu'est-ce qui te vient en tête, là? Ben, vous saviez qu'on avait fait faillite à peu près dans les années 90, justement. On avait démarré énormément avec le tourisme, puis des activités, puis des formations, puis faire rayonner. Ça a été vraiment freiné. Donc, c'était beaucoup plus tranquille. Puis à partir des années début 2000, ben là, on a vraiment recommencé à ouvrir. Tu sais, tantôt, on vous disait... 2004, peut-être, je pense qu'on avait ouvert le restaurant à l'époque. Donc, vraiment, il y avait un changement d'énergie pour revenir un peu plus sur présent dans la société. Tu sais, on avait vraiment établi nos bases, on était plus solides, les gens se connaissaient bien, on avait développé nos choses, puis on avait le désir de commencer à partager un petit peu plus. On avait aussi plus d'énergie pour prendre le temps de partager avec d'autres personnes parce que les bases avaient été construites, puis les infrastructures aussi étaient mieux développées. Puis 2010 à 2020? Expansion, je dirais encore un rechangement, j'oserais dire la troisième génération. Donc, les jeunes qui avaient commencé qui étaient nés sur le site de l'éco-village, on a commencé à être beaucoup plus présents sur les conseils d'administration. On a ramené des nouveaux projets encore là. Il y a eu aussi un petit baby boom d'entreprises, j'oserais dire. Donc, il y avait nos entreprises régulières communautaires qui fonctionnaient bien. Puis, il y avait un désir de jeunes qui avaient grandi ici puis qui étaient nés ici de démarrer leurs propres entreprises. Fait que c'est dans ces années-là, il me semble qu'on a eu différentes petites entreprises qui ont vu le jour.
Puis, ben là, tu sais, il faut que je mentionne le EDE, là. Le EDE en 2015, quand même, ça a été un moment important. Puis, un moment très important aussi, c'est qu'il y a eu la reconnaissance du fondateur par le Cozzeni Community Award. Et là, j'ai de, j'ai de l'air bête, hein, je me rappelle pas de la date. 2016 ou 2017? Hugo dit... Ouais, probablement ça a été donné en 2017, mais c'était le prix de 2016. Puis donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau des communautés nationales aux États-Unis, le FIC, qui ont, à chaque année, ils remettent un prix à quelqu'un qui a eu un impact important dans le développement des communautés. Et cette année-là, c'est Michael Deneuve, le fondateur de la Cité écologique, qui l'a reçu. Alors ça, c'était vraiment comme un beau cadeau, là, tu sais, autour de nos 30 ans d'existence, de reconnaître quand même le travail. Tu sais, on n'a pas parlé de notre deuxième communauté aux États-Unis, mais il a quand même mis sur pied 2 communautés, 2 cités écologiques. Et de reconnaître ce travail-là, je pense que c'est super important, là, parce que c'est 90% des écovillages qui passent pas le cap des 5 ans. Je vous épargne les chiffres de ceux qui passent le cap des 30 ans, là. Il y en a très peu. T'as participé au sommet des oasis, au sommet des écovillages, t'as donné plein de conférences, de formations. Quel genre de conférences, de formations? Quel genre que je donne? Ouais, que t'as donné ou qui t'ont marqué ou... Hmm. Je peux pas, j'ai pas de préférence parce que je donne des conférences des fois à des gens qui connaissent pas du tout les communautés. Puis il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans parce que ça permet d'ouvrir des horizons. Tu sais, faut ajuster le vocabulaire, faut travailler. Tu sais, entre autres, j'ai donné une conférence j'ai travaillé avec le réseau Ville et Village en transition. Fait que, tu sais, c'était quand même une autre plateforme, tu sais, c'était des élus municipaux, c'était une autre structure, puis j'aime vraiment le défi, puis je trouve ça super important de travailler à ce niveau-là. Mais on m'offrirait d'accompagner, de donner une conférence à un groupe de gens qui partent d'une communauté, ben, je serais prêt, là. Parce que je pense que ça prend des interventions partout, puis moi j'aime vraiment ça, pouvoir approfondir les sujets, puis m'ajuster au groupe. Je pense que c'est dans... En tout cas, moi, c'est dans les qualités de communication que j'apprécie, c'est de pouvoir le faire. J'aime ça m'adresser à des universitaires, à des gens que... Ça m'est déjà arrivé dans des salons, là, des gens qui croyaient pas au réchauffement climatique, là, tu sais, tu pars de là, tu sais. C'est peut-être un peu trop extrême, là, mais disons, à des gens plus conventionnels, des interventions comme plus en entreprise ou des choses comme ça aussi, j'aime ça parce que je pense qu'on partout dans la société, on peut bénéficier d'une meilleure communication avec les gens avec qui on travaille, puis d'intégrer les valeurs environnementales. Donc, pour moi, c'est un beau défi, peu importe quel groupe. On a déjà discuté de Gen Québec, de la possibilité de Gen Québec. Tu sais, je sais que c'est impliqué beaucoup dans Gen Canada. Le réseau canadien, des fois, a bien fonctionné, d'autres fois moins bien. Je pense qu'au Québec, on a quand même, veut pas, une culture différente qui est liée à la langue et aux mentalités, à tout ce qui nous vient culturellement à travers ça. Puis, tu sais, on a déjà discuté de la possibilité de Gen Québec. C'est quoi, tu penses, du réseau actuel des éco-communautés? Puis, qu'est-ce qui pourrait devenir au cours des prochaines années? Mais premièrement, je pense qu'il faut spécifier, tu disais, le Québec, on est un peu différent, mais c'est vrai partout. Moi, je crois à un réseau canadien des écovillages, mais on a besoin de réseaux dans chaque province. Parce que un des éléments qui est comme super important, oui, il y a le vivre ensemble, puis tout ça, ça c'est général. Puis bon, t'as la langue, c'est sûr, ça joue, mais quand même. Un des aspects importants à l'essor de nouvelles communautés, c'est vraiment d'avoir un zonage, des formes juridiques. Fait que, tu sais, ça, c'est très spécifique à notre province. Donc,
ben, je saute à la deuxième partie de ta question. Je pense qu'il faut s'en aller vers là. Il faut s'en aller vers un réseau qui va mettre en contact les gens qui ont parti des projets, les gens qui veulent en partir. Ça, déjà, il y a un très beau travail qui est fait à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut approfondir un petit peu les banques de ressources, entre autres pour les formes juridiques. Moi, je continue à rêver là, depuis que je fais des visites guidées, je parle de zonage, d'éco-village. Ça fait au moins 10 ans que j'en parle, puis que je me dis, si un moment donné, on va croiser un avocat, puis il va être capable de nous aider. C'est un zonage éco-village, il en existe en Ontario puis en Colombie-Britannique, mais eux autres, ils n'ont pas la CPTAQ. Fait que c'est une réalité locale. Je pense que quand, au Québec, on va être capable de s'aider pour ce genre de questions-là, mais là, le réseau va devenir très pertinent. Le défi de ça, c'est que les gens qui sont dans les réseaux des communautés sont extrêmement occupés. Si t'es en train d'en démarrer une, ben t'as vraiment pas le temps, là. Puis il y en a d'autres qui sont là, mais eux autres aussi sont déjà occupés, ils ont déjà leur structure, ou d'autres, comme la cité écologique. Ce qu'on a fait à l'époque, les lois sont tous différentes, là, fait que notre expérience n'est pas nécessairement réplicable. On peut pas reprendre ce qu'on a fait, parce que c'était vraiment différent, puis tu sais, la CPTAQ, c'était pas tout à fait la même chose encore à l'époque, là. Donc, je réponds à ta question. Ben, moi, je suis très contente du réseau qui est là, en place en ce moment, parce que je l'ai vu changer quand même beaucoup. Tu sais, je vous disais, en 2012, 2011, là, il y avait eu 2 événements ici à la Cité écologique, puis il y avait un réseau, mais j'oserais dire très essoufflé. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour les gens qui avaient travaillé dans ces projets-là à l'époque, mais ça avait été difficile, puis j'avais senti vraiment l'essoufflement des gens qui étaient présents. Et là, on dirait que ça reprend un vent d'énergie de nouveau. Tu sais, des fois, les gens, ils me disent « Ah, ben, la pandémie a fait que les gens se sont posé des questions puis se sont retournés vers la communauté. » C'est un peu... Oui, mais moi, je pense que le réseau commence à être solide depuis un petit peu avant ça. Juste avant, on dirait que ça bourgeonnait, là. C'était comme « OK, il y a des projets communautaires qui se font, il y a des gens qui sont en place. » Je pense aussi qu'il y a un aspect que les éco-communautés des années 2020 vont être différentes aussi, tu sais. Il faut respecter ça, le changement, les gens, la couleur que ça veut avoir. Tu sais, je pense à Visages régionaux, là, ils ont beaucoup cheminé. Moi, je les connais depuis leur première capsule vidéo, ils sont venus ici à la Cité écologique. Mais aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Ils travaillent avec des municipalités, puis il y a des gens à s'établir en région. Tu sais, ça l'a changé un petit peu, mais la couleur devient beaucoup plus accessible, je pense. Je pense que les communautés d'aujourd'hui, ça va être moins comme genre « Hey, je me déménage dans une communauté ». C'est comme genre juste « Ok, je fais une transition plus écologique, plus communautaire ». Puis on dirait que c'est moins comme loin ou différent ou gros comme move. Tu sais, ça devient de plus en plus accessible. Les gens veulent de toute façon, tu sais, se rapprocher de notre production de nourriture, se rapprocher des gens qui nous entourent. Tu sais, il y a plein de communautés. Juste ici, à Saint-Adrien, c'est pas un éco-village, mais tu sais, on s'entend que c'est un village très écologique, là. Il y a plein de petites éco-communautés ou communautés intentionnelles dans la municipalité. Il y a un désir municipal de travailler sur des concepts écologiques, d'accessibilité, au travail rural, d'une meilleure cohésion sociale. Fait que, tu sais, ça, c'est super intéressant, là. Je pense que ça n'aura plus nécessairement l'image des éco-villages des années 80, 70, 75, là. Mm. T'as dit, comme en 2012, à peu près, quand il y a eu des événements ici, comme tu sentais un essoufflement un petit peu dans Mhm. le réseau qui avait porté ça, ben, ça, ça a tellement du sens parce que un moment donné, j'ai lu dans un article là, qui parlait de plusieurs éco-communautés. Il parlait à un sociologue, puis là, le gars, il dit ah oui, c'est comme ce désir de vivre en communauté, comme il revient à peu près à tous les 15-20 ans. Mhm. Puis là, ça fait comme, tu sais, des vagues. La première fois, je me suis dit, ben non, ça n'a pas de sens, ça. Mais après ça, tu sais, on dirait que des traces que je vois, il y a comme eu une vague qui est partie de début 2000 jusqu'à 2010 à peu près. Puis là, après ça, ça retombe un petit peu. Une vague qui a mené à la création de Cohabitat Québec.
avec Michel Desgagnés qui faisait comme plein de voyages qui rayonnaient par rapport à ça. Le Mont Radar aussi, qui faisait partie de ça. Le lancement Du répertoire des éco-communautés. Tu sais, ça s'est fait ici, Oui, ça? oui. Tu t'en souviens? Oui, oui. Très bien. Leslie Carbonneau, ben oui, super. Puis Emmanuel, puis... Oh, j'ai oublié l'autre. Mais oui, oui, oui. Vicky Veilleux, je pense. Ouais, ok. Parce qu'à un moment donné, je faisais des recherches, tout ça, puis moi, je savais pas que c'était le lancement que ça fait ici. Puis là, je vois une photo de Wissa Emmanuel, Leslie, Vicky, Michel Desgagnés, puis Diana Leaf Ouais. dans la grande salle ici. Je fais comme, ah, wow, ça s'est passé ici, je savais même pas. Puis c'est comme, oui, après ça, ben, il y a eu un petit, comme, le Coapta Québec a été fondé, mon radar ça a terminé. Il y a comme eu un petit creux, puis là, comme vers la fin de la décennie, comme on le sent, là, avec, tu sais, comme Futur Éco Villageois recherché, il y a comme eu un petit regain, là, qui s'est lancé, là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose d'autre. Ben, c'est des cycles, là. C'est des cycles. Parce que tous les projets qui démarrent aussi, tu sais, on le disait, malheureusement, les statistiques, c'est ça, là. C'est 90% des communautés qui perdurent pas dans le temps. Mais tu sais, c'est ça, là. T'as une gang de monde qui se disent « Hey, go! On en part des projets! » Puis là, ils sont un peu essoufflés. Fait que, tu sais, moi, ce que je souhaite du réseau canadien des écovillages, puis du réseau plus spécifiquement québécois, c'est qu'on accompagne puis qu'on change ces statistiques-là, tu sais, parce qu'on aurait les bons outils, parce que les gens qui démarrent des projets sont mieux informés puis sont mieux accompagnés. Pour que, tu sais, déjà, là, mettons qu'on aurait 50%, ça serait comme exceptionnel, là. La statistique de 90% est un peu a fait mal, mais dans un autre sens, tu sais, comme tu as dit tantôt, un échec ou une erreur n'est pas nécessairement un échec ou une erreur, là. C'est, Mm, il y a plein de personnes qui vont démarrer des projets et que peut-être que le projet va pas perdurer dans le temps, mais toute l'expérience acquise par rapport à ça, ça vaut très très cher, ça vaut de l'or, là. Tu sais, mm, et il y a peut-être des personnes dans différents projets qui vont finir par se réunir pour en faire un autre, puis lui va fonctionner. Parce qu'ils ont déjà fait leur expérience, leur cheminement, chacun de leur côté, acquis de la sagesse, puis mieux s'outiller, puis ils ont déjà fait du travail sur soi, puis ils ont mieux peaufiné leurs choses. Et peut-être que là, ça va fonctionner. Il y a peut-être ouais. d'autres personnes aussi qui vont dire, bon, OK, démarrer un éco-village de zéro, là, de acheter la terre, la défricher, puis construire des bâtiments, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais ils vont peut-être décider de joindre un projet en fin de compte. Fait que peut-être que Mm, leur projet, leur groupe va pas perdurer dans le temps, mais peut-être que la personne, l'individu, va, lui, poursuivre dans cette optique-là, dans ce chemin-là, et qui va faire de grandes choses pour la communauté ou pour le mouvement ou pour... tout à fait. Puis, tu sais, t'as mentionné un élément super important, c'est le cheminement personnel là-dedans. Tu sais, t'as l'éco-village, mais c'est encore là, ça revient à l'humain. C'est chacun d'entre nous, quand on apprend, nous, à mettre nos limites, nous, à bien communiquer, nous, à écouter l'autre, mais c'est ça qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Fait que plus les gens vont être formés, puis c'est ça qui est intéressant avec, je trouve, le réseau actuellement, puis tu sais, tous les beaux événements que Steph, qu'Audrey font, puis que Martin, ben c'est que ça fait de la place pour que les gens démarrent leur cheminement personnel, l'essayent, font des stages dans des communautés, n'en visitent, font le processus, puis après ça, quand t'es rendu vraiment à démarrer quelque chose, ben, t'as plus une idée vers quoi tu t'en vas, puis t'es un peu plus mature, tu sais. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une transition verte, on a besoin d'une transition de conscience. Fait que plus on va apprendre à bien vivre ensemble, plus on va apprendre à bien communiquer, respecter les besoins des autres, respecter nos besoins, mais ça va être plus facile après ça de faire des changements plus majeurs dans la société pour s'en aller vers un avenir plus durable. Mm. Puis, mettons, question à vous deux. Ce réseau-là, vous voyez qu'il se traduit concrètement en quoi? Tu sais, en un site web pour échanger les meilleures pratiques en fonction du zonage et des formes juridiques et légales,
ou de communication, etc., des événements comme ceux que CEF organise par exemple, des formations ou je sais pas moi, un organisme légal qui est fondé, puis que il y a du financement qui arrive là, puis il y a du financement qui est redistribué pour voyager à travers les communautés. Je fais juste lancer des idées comme ça. Moi, je pense que ça prend... oui, ça va prendre un site web. J'ai réservé le nom Éco-Village Québec, là. Il est là, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de le bâtir. Euh, mais oui, je vois un endroit où on peut avoir accès à des ressources. Tu sais, le bon référencement des personnes pour mettre des gens en contact. Euh, Puis des recherches aussi, des recherches d'étudiants. Je pense que ça, c'est important de pouvoir faire avancer la pensée puis les projets de ce niveau-là aussi. Mais c'est sûr que l'expérience humaine va toujours être super importante, là. Fait que peu importe la forme que ça va prendre, tu sais, je trouve ça exceptionnel, là, les rassemblements en éco-communauté que Stéphanie a fait, les petites tournées. Mais tu sais, même les vidéos, il reste que c'est quand même relativement une expérience humaine, là. Ça te fait découvrir les endroits par les yeux de la personne qui te le présente, là. Fait que ça, c'est super gagnant, puis on a vraiment besoin de continuer là-dessus. Puis, comme on disait tantôt pour les éco-villages, je pense que le réseau va prendre la couleur des gens qui sont prêts à y investir du temps. Tu sais, moi, j'aurais pas pensé faire un podcast. J'aurais jamais fait un podcast. Mais je suis vraiment contente qu'Hugo le fasse. Parce que c'est dans vos aptitudes. Fait que, tu sais, chacun y contribue, puis ça n'a pas besoin d'être statique, puis il faut pas que ça soit statique parce que on va être influencé par cette vague-là, que dans quelques années, on va repogner le creux de la vague, puis on va peut-être être un peu moins motivé. Fait que c'est là que ça prend comme de la nouvelle énergie, puis des nouveaux projets, puis chaque personne qui rentre dans le réseau en apporte des nouvelles, puis moi, c'est ça que je trouve vraiment beau. Personnellement, j'ai quand même un souci, par contre, je trouve, euh, de qualité. Tu sais, je trouve ça important que les gens qui en parlent soient conscients que chaque expérience communautaire a un impact sur les autres. Tu sais, malheureusement, il y a quand même eu dans l'histoire des très très mauvaises expériences. T'sais, Martin il parlait d'expériences évolutives, je sais pas, j'oserais dire tantôt qui n'étaient pas mauvaises, mais il y a quand même eu des drames, il y a quand même eu des vraiment mauvaises communautés là, ou qui ont vraiment mal fini, puis ça l'entache toutes les communautés qui essaient de se partir, là. Fait que, tu Ça sais, a est-ce qu'on... marqué l'imaginaire du Québec, là. Ben, totalement, là. Fait que ça, faut pas se cacher, tu sais. Quand on part une communauté, quand on parle d'une communauté, tu sais, moi, les gens qui disent « je vis dans un éco-village », mais que, tu sais, sont pas capables de me donner une définition trop claire ou que, tu sais, je trouve ça le fun qu'il y ait une petite structure. C'est ce que j'apprécie énormément du réseau Gen, c'est que, tu sais, ils ont réussi vraiment à consolider quelque chose puis de le rendre accessible. Tu sais, il faut que ça soit accessible aux gens qui veulent y vivre, mais faut que ça soit faut que les gouvernements comprennent aussi, là. Faut que quand on dise on s'en va dans une municipalité, hey, j'ai envie de démarrer un éco-village, ça serait le fun que les agents de développement, que les maires soient comme ah oh, ouais, ça nous tente d'avoir un éco-village, tu sais. Mais actuellement, le chemin n'est pas encore là, tu sais, puis je pense que c'est fait plus par de la maladresse que de la mauvaise intention, là, mais il y a des projets qui sont des fois pas assez structurés ou pas assez bien organisés. Puis ça fait que des fois, dans certaines municipalités où les gens veulent s'établir, mais c'est comme « Hey non, on n'en veut pas, là, ça, des hippies désorganisés, puis bordéliques, peu importe, là, excusez les mots, mais tu sais, c'est arrivé, là. » Fait que comment est-ce qu'on peut travailler aussi à, c'est ça, rendre ça accessible, puis permettre, tu sais, regarde, je veux pas vanter la cité, mais je veux dire, ça fait 30 ans, puis on est rendu là. Mais tu sais, Amnord, dans leur livret, leur petit feuillet qu'ils donnent aux nouveaux arrivants, tu sais, c'est Amnord brillait par sa vitalité, la vitalité de son éco-village. Tu sais, c'est comme, c'est le fun d'avoir une belle relation à la municipalité, puis c'est le fun que quand on veut acheter des terrains, que les gens de la municipalité soient comme, oh oui, ça répond à un besoin, puis ça va devenir
un plus, ça va devenir une richesse dans notre communauté d'accueillir des communautés écologiques, d'accueillir des gens qui ont envie de Wow. partager, oui, de bien vivre ensemble, mais de bien vivre aussi avec les gens qui sont là sur place. Fait que ça, c'est mon souci de rendre ça comme accessible à tout le monde, mais aussi de respecter cette éthique-là, puis euh, ouais, c'est un peu... hein? J'ai beurré épais, mais vas-y, Martin, qu'est-ce que tu C'est, vois pour le c'est un réseau? peu, c'est pas un peu, il y a tellement de stock dans ce que tu as dit. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Euh, ben, c'est pas parce que on va faire un site internet que ça va faire que les écovillages au Québec vont fonctionner. On a besoin une pluralité, un éventail de projets et d'idées qui va faire avancer le mouvement. Ouais. Comme, il y a plein de monde qui partent leurs petits projets découvrage, juste de vivre en colocation de façon alternative. Il y en a qui font des podcasts, il y en a qui font des sites internet, il y en a qui font des répertoires. Il y a plein de monde qui font des répertoires d'éco-village, puis c'est extrêmement dur à répertorier. Euh, puis c'est ça, là, le mouvement va prendre de l'ampleur avec les gens qui participent, qui s'impliquent, puis qui s'investissent à leur façon dans ce mouvement-là. C'est tellement grand et vaste, c'est tellement plein de façons de faire rayonner ça, Mm. ces beaux projets de vie, là. Euh, là, j'ai perdu tout ce que j'avais en tête, mais oh mon Dieu, ça, c'était un des points. Tu sais, il y a tellement plein de choses pour, pour faire un lien avec la formation de EDE. C'est qui est éducation en développement d'éco-village. On en parle depuis tantôt, je ne sais pas si on l'a dit, là, mais on peut pas dire que c'est nécessairement la clé de succès. Viens faire ce cours-là, puis tu vas avoir un éco-village qui est réussi, là. Mais au moins, c'est des outils qu'on offre, c'est un cadre qu'on donne, et pour aller à une ville et présenter un projet, c'est sûr, si t'arrives une gang de hippies, là, on les stéréotypes, là, mais une gang de personnes aimant la vie un peu à la bohème, qui en autarcie dans la forêt à part de tout le monde, ben c'est sûr que si c'est perçu comme ça, il y a quelque chose qui est pas correct, là, ou ben pas correct, mais il y a quelque chose qui est la ville a peut-être pas le goût d'avoir ça dans son village, dans sa municipalité. Tandis que si tu arrives avec ces mêmes personnes-là, mais qui ont dit, hey, on a suivi un cours, une formation, on a un cadre, on a un plan d'affaires, on a une description de notre place, notre lieu, on a nos infrastructures, on a notre vision, on a nos valeurs, c'est comme ça que ça marche, voici notre développement à court, moyen et long terme. Puis tu arrives avec ça, ils vont faire, oh, c'est pas juste des hippies tout nus dans le bois, là, c'est, excusez pour l'image encore, là, mais c'est du monde sérieux qui veulent s'implanter, qui ont des projets de bien vivre, qui veulent développer l'agriculture, qui veulent développer des valeurs saines au sein des gens. Ça va faire rayonner notre village, ça va faire rayonner notre place. Puis, le EDS, c'est un des outils. Le site Internet, c'est un des outils. Les podcasts qu'on fait là, c'est un des outils. Euh, il y a Alain Farmer qui a fait un site de l'apprentissage qui est super. Il y a Stéphanie qui fait des immersions dans des communautés. Il y a David, Caroline et Myriam avec moi qui fait des petites tournées d'éco-village avec vagabondage un peu partout. On propage la bonne nouvelle. On essaie de faire réseauter ça, puis ça rentre dans l'imaginaire du monde. Des personnes comme moi, qui, là, 4 ans, je rêvais de ça, mais j'avais aucune idée que ça existait. Puis là, c'est en voyant un événement de Stéphanie, puis là, ça fait en sorte que ben, je me vois comme un acteur important, que je pourrais dire, de ce mouvement-là. Je savais pas du tout que j'allais prendre ce chemin-là. On sait pas, la graine qu'on plante, qu'est-ce que ça va pousser ou qu'est-ce que ça va germer, là. Donc, j'invite le monde à prendre contact, à se rassembler, à mettre leurs idées en place, à l'essayer, que ça fonctionne pas, à se péter la gueule solide, à réessayer, à se retrousser les manches, à s'entourer de monde qui ont des idées, des valeurs communes, puis qui ont le goût de le faire. Il y a, par plein d'autres façons que j'ai pas nommées qui peuvent être faites, être inventées, là. C'est ça.
Euh, c'est ce qui est là pour moi en ce moment-là. C'est vraiment un grand éventail d'idées, de rassemblements de monde, que ce soit dans des festivals conscients, que ce soit dans des communautés, de la petite colocation, la petite colocation, la colocation de gens qui vivent de façon consciente, qui ont une intention de se rassembler, que ce soit seulement, même si c'est pas un éco-village, si c'est une communauté consciente qui se rassemble, qui régénère leurs relations entre eux, qui apprennent à vivre ensemble, réapprendre à vivre ensemble de façon consciente, fa- Mhm. il y a plein de façons de le faire. Mhm. Cool, mais ça nous donne une bonne idée de ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Puis l'avenir nous le dira, mais je pense que si des gens souhaitent s'impliquer dans ce réseau et dans ce mouvement-là, ils sont la bienvenue, puis d'apporter leur couleur et d'apporter leur énergie. En terminant, Nébesna, si dans quelques années, mettons, la cité écologique existait plus, ok? Pouf! euh, peu importe pourquoi, là, ok? Mais t'as encore tout le vécu que t'as. Est-ce que tu démarrais une éco-communauté? Oh, belle question. Ben, franchement, je pense que oui. Je pense que oui, oui. C'est une partie vraiment importante de moi, là. Mon désir de vivre ensemble. Peut-être j'en trouverais une qui fonctionne déjà, là. C'est comme Martin donnait l'exemple, aller défricher la terre, là. Partir de là, c'est quand même un bon défi, mais oui, avec de faire le processus avec des gens. J'ai aucunement la prétention que je pourrais faire quelque chose d'aussi gros qu'ici, là. Franchement, je pense pas que ce serait réaliste, mais de trouver un groupe de gens, tu sais, j'apprécie énormément vivre dans une communauté de près de 100 personnes, mais je pourrais vraiment bien vivre très proche avec une communauté d'une vingtaine de personnes, puis voyager, faire des échanges. Tu sais, moi, je vois quand même dans l'avenir beaucoup de petites communautés, tu sais, qui fait que la qualité du lien est vraiment là, que les gens peuvent partager ensemble, peuvent vraiment avoir ce lien-là de confiance, cette collaboration-là, se concentrer sur le même genre de projet, mais qu'après ça, il y a des échanges dans plus grand. Tu sais, moi, à 100 personnes, personnellement, étant une personne aussi sociale et qui a le goût de jaser puis de voyager, ben, j'aime mieux comme déjà faire partie du réseau des communautés qu'il y a au Québec puis avoir des contacts un peu partout à travers le monde. Je pense qu'on a besoin de plus de gens là, autour de nous pour s'épanouir, mais de vivre consciemment avec 20 quelques personnes, oui, oui, c'est sûr que j'essaierais. Mais comme Martin dit, peut-être que je me pèterais la face, là, mais c'est pas grave. J'essaierais, c'est sûr. Déterminée comme je suis. Puis optimiste, tu sais. Fait que je pense que ça va marcher. Si besoin est. Cool, cool. Ouais, moi aussi, des fois, je me dis, c'est vraiment comme un beau défi, mais ça doit être vraiment. Tu sais, si tu vois que si tu y arrives, puis ça marche, puis si t'es en train de marcher, ça doit être vraiment trippant, tu sais. Ça doit vraiment être comme un sentiment d'accomplissement assez intense en niveau d'énergie que ça demande, mais comme après ça, t'es content, là, tu sais, du travail que t'as fait, puis de l'effort que t'as mis, puis plus l'effort est grand, puis après ça, t'es comme satisfait un peu. Euh, Ça met pas mal fin à cet épisode. Martin, as-tu quelque chose à nous dire pour le mot de la fin? Euh, ben, j'ai beaucoup aimé que ce soit Nebesna qu'on ait ce soir avec nous. Ça m'a permis de la découvrir sous d'autres angles, de voir d'autres facettes de sa vie, de ses expériences. On a passé du temps ensemble, mais c'était très souvent des moments formateurs ou avec plein de monde. Et là, d'avoir un petit moment comme de tête à tête quasiment, là. Ben, on est tête à tête à tête. Mais c'était très bien. Plein de petites histoires, d'anecdotes qui fit exactement avec la mission du podcast. J'apprécie beaucoup. Euh, on est tête à tête à tête. C'est la citation du jour. Nice. Parce que ceux qui ne le savent pas, Hugo, il écrit des citations qu'il entend à chaque jour, un peu cocasse, loufoque, c'est très drôle. Un peu d'humour. C'est un petit bonheur de la vie.
Ben ouais. Nevesna, mot de la fin? Ben merci. Regarde, franchement, j'étais pas chaude à l'idée, là. 1 an, 2 ans, Hugo, il a commencé à me parler, il fait des podcasts, puis j'étais comme, oh, vraiment, je trouve ça tellement dur de faire du vidéo. Ceux qui me connaissent, là, vous m'avez sûrement déjà vu en vidéo, c'est sûrement là qu'on s'est rencontrés. Mais déjà, ça, c'était une étape. Un podcast, c'était une autre étape. Mais franchement, j'ai vraiment aimé ça. C'est très agréable, c'est comme prendre un café puis jaser ensemble. Ouais, fait que j'espère que ça a plu aux gens qui ont écouté, puis le mot de la fin, ben, plongez dans l'expérience, mettez les orteils dans le bassin des éco-communautés, voir si ça vous convient, mais moi, je pense que tout le monde bénéficie à apprendre à mieux collaborer avec les gens qui nous entourent, là. La vie communautaire, c'est tellement enrichissant pour apprendre à se connaître, c'est très, très beau cadeau. Mm. Fait que merci de m'avoir invité. Cool, ben merci d'être venu. Je suis content qu'on l'ait fait. Si jamais tu veux revenir, peut-être qu'on va avoir des sujets de discussion à un moment donné tu sais, tu pourrais revenir dans la discussion. Puis moi, je termine en vous disant que vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Balado Québec. Vous avez juste à cliquer sur suivre. Puis si jamais vous voulez avoir un petit rappel quand les épisodes sortent, vous pouvez vous inscrire sur la liste courriel. J'envoie juste un courriel quand les épisodes sortent. Puis ça vous dit que, ben, qu'il y a un nouvel épisode. Fait que je vais mettre le lien dans la description là, si vous voulez vous inscrire à ça. Puis on se dit bye bye, à la prochaine, au prochain épisode. Merci! Merci tout le monde. Au revoir.